D'abord, j'aimerais, vu qu'on parlait de la fabrique et du fait que vous avez quand même ouvert ce catalogue et que vous l'avez accompagné, peut-être dire un mot sur cette rencontre avec Éric Hazan et puis comment les livres se sont... Oui, bon, le récit d'Éric Hazan est un petit peu romancé, mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un récit presque amoureux, quoi. Oui, c'est un récit un peu, c'est pas vraiment exact, il est venu à travers la foule, etc., dans la fumée, etc., pour me retrouver, non, c'est pas tout à fait exact, en fait. En fait, il a vu un intermédiaire, on a dû s'y brouiller entre-temps, donc... Enfin, qui veut plus en parler. N'en parlons pas, non, en fait, ce qui a été déterminé, en fait, c'est pas tellement ce premier livre, en tout cas pour moi, c'était le suivant. Le suivant, à savoir le partage du sensible, parce que c'est vraiment par Éric Hazan que c'est devenu un livre, quoi. En fait, c'était quoi? C'était un petit entretien qui était paru dans une revue qui était faite par deux philosophes qui sont Bernard Aspe et Muriel Combe, une revue qui s'appelait Alice, et dans lequel il m'avait fait. Et il m'avait demandé de parler de ça, du partage du sensible, parce qu'il y avait l'expression qui était venue une fois, je crois, dans la mésentente, quoi. Et ça les avait intrigués, ils travaillaient pas mal sur, disons, l'histoire des avant-gardes, l'histoire de l'art dans la revue soviétique, etc. Donc voilà, ils m'ont interrogé un petit peu là-dessus. Bon, c'était un petit entretien qui aurait dû rester dans une revue confidentielle qui s'appelait Alice, quoi. Et puis, bon, comme Éric, effectivement, tu venais de temps en temps à mon séminaire, quand il dit que je suis assidûment, c'est pas tout à fait vrai non plus. Enfin, de temps en temps, il venait, quoi. Et donc, il m'a dit des trucs que je comprends pas très bien. Alors, je lui dis, bah voilà, il y a ce petit entretien, ça peut résumer pas mal de choses, quoi. Bon, il m'a dit d'accord, je lui envoie, et puis après, bon, 8 jours après, il me dit, ah, bah, c'est traité, parfait, on va faire un livre. C'est donc devenu un livre, donc un petit article, un petit entretien destiné à être complètement confidentiel, est devenu 2 ans après une espèce de bible des commissaires, des curateurs, disons un peu autour du monde. Voilà. Bon, ça c'est l'aspect anecdotique, mais bon, c'est vrai que c'était important parce que bon, en fait. Aussi par rapport à l'image de la fabrique, parce que la fabrique est quand même d'abord l'image, disons, d'une maison d'édition militante, voilà, et donc plutôt portée sur la politique. Et en fait, quand on regarde les titres que j'ai publiés à la fabrique, bon, il y en a beaucoup dont le rapport, disons, à la politique n'est pas immédiat. Bon, il y a le partage du sensible, le spectateur émancipé, le destin des images, le fil perdu, bon, toutes sortes, disons, voilà, toute une série de textes qui sont nés quand même de cet intérêt spécifique d'Éric pour le travail que je menais dans le domaine de l'esthétique. Voilà, donc voilà, je crois le premier éditeur, c'est effectivement le seul éditeur, je peux dire que je l'ai lu pour auditeur, quoi, pour auditeur, quoi. Il y a des éditeurs dont on se demande toujours s'ils vous lisent, quoi. C'est pas sûr, quoi. Mais bon, Éric, effectivement, d'une certaine façon, c'est parce qu'il m'avait entendu, qu'il m'avait lu, qu'il m'a demandé de travailler à la fabrique. Et puis, il y avait aussi un attrait commun pour un paysage, quoi, du 19e siècle. Je pense qu'Éric aussi, c'est ça qui l'a amené. Ça c'est possible. Bon, effectivement, bon, Éric a travaillé sur l'histoire de Paris et sur l'histoire du Paris révolutionnaire. Bon, moi, je n'ai pas travaillé sur l'histoire de la ville, mais j'ai travaillé sur ce livre qui s'appelle La nuit des prolétaires, qui est quand même, bon, donc, bien avant la fabrique, bien sûr, mais bon, il y a quelque chose sans doute, bon, là, une espèce de lien, disons, entre philosophie, politique, esthétique et histoire, c'est-à-dire la désignation, au fond, d'un lieu de l'esthétique qui n'est pas le lieu nécessairement des musées, qui n'est pas le lieu des performances d'art, mais l'esthétique étant d'abord ce qui concerne aussi ce que les uns et les autres peuvent percevoir. Comment il est possible de percevoir, comment on est affecté. Bon, c'est comme ça qui a été un petit peu au centre de tout mon travail depuis la nuit des prolétaires. Et oui, c'est sans doute ça qui a fait une espèce de lien avec les intérêts propres d'Éric. Et on parlait des livres avant la fabrique. Il y a des livres qui ont été faits avant la fabrique et puis qui sont revenus à la fabrique. On peut commencer peut-être, ça nous permet de commencer par un début, si on trace comme ça une ligne dans votre œuvre. Le premier livre à la fabrique, comme elle le disait, c'est donc Au corps du politique, puis Le partage du sensible, mais le premier grand livre de Jacques Rancière, philosophe, on peut dire que c'est La leçon d'Althusser.
qu'on a eu après l'opportunité de rééditer. Et du coup, à partir de ce premier livre, la grande question, parce que ça a été un fait majeur dans votre carrière quand même, pendant longtemps, vous avez été attaché à ce livre-là, et il fallait en répondre. Donc, et la grande question, c'est comment le retournement d'une pensée émancipatrice comme le marxisme, le retournement de cette pensée émancipatrice en pensée du consensus, à quel moment l'idée de cette analyse-là, de ce retournement-là, à quel moment ça apparaît pour vous comme homogène, comme saisissable? C'est dans le post-68 ou... Bon, il y a d'abord 68 lui-même, quoi. C'est-à-dire que, moi, donc, j'étais l'élève d'Althusser à l'école normale supérieure, et voilà, et donc on avait été, dans les années 60, enthousiasmé par ces textes qui étaient là, voilà, disons, l'espèce d'idée d'une politique fondée sur la science. On était vraiment ceux qui appliquaient, ceux qui savaient que la politique, forcément, la subversion, la révolution, tout ça, vraiment la clé, ça en est la science, quoi. Et dans les années 60, ça traduit aussi par un conflit où à la fois Althusser et puis Bourdieu, puisque vous parliez de sociologie, étaient un peu impliqués, quoi. Puisque dans les années 60, il y avait disons, un petit peu comme des prémices en quelque sorte de 68, un certain nombre d'agitations étudiantes, d'agitations donc de l'UNEF, autour de thèmes qui étaient, disons, la critique du savoir, la critique de l'autorité académique, le désir de participation des étudiants à l'élaboration du savoir, bon, tous ces thèmes-là, qui étaient assez importants déjà, et bon, qui ont été, alors là, balayés, je dirais, en une nuit d'ailleurs, par Althusser, puisqu'Althusser en une nuit a écrit un texte appelé « Problèmes étudiants ». Tout ça, c'est l'histoire de critique du savoir, c'était de l'idéologie petite bourgeoise, réactionnaire, au service bien sûr de la bourgeoisie, parce que l'arme du prolétariat c'est la science, donc sans critique la science, forcément, on est au service de la bourgeoisie. Donc voilà. Donc il a écrit ce texte, quoi. On a dû lire à quelques copains, disons, le lendemain, quoi. Et le soir, on s'est inscrit à l'EC. Voilà. Donc, avec l'idée vraiment, d'une certaine façon, qu'on était comme les espèces d'agents d'une espèce de politique qui était fondée sur le marxisme, mais bien sûr un marxisme qui était complètement, disons, réinventé, dont on était en quelque sorte aussi un petit peu, les réinventeurs, puisque, disons, un peu 2 ans après, il y a eu le séminaire sur le capital. Voilà. Donc là, on était vraiment dans cette espèce de foi, disons, de la lutte de la science contre l'idéologie. Bon, ce qui se passe bien sûr en 68, très brutalement, c'est que ces mêmes thèmes un petit peu de critique du savoir bourgeois, etc., explosent et font exploser le pays, donc déclenchent une grève générale, un mouvement de subversion absolument inconnu dans notre pays, quoi. Donc voilà, donc à ce moment-là, forcément on se dit, il y a quelque chose qui cloche dans notre lutte pour la science contre l'idéologie. Finalement, disons, c'est tous ces thèmes déclarés petits bourgeois, réactionnaires, idéologiques, ils ont été capables de soulever une société, quoi. À quoi s'est ajouté un petit peu la réciproque, à savoir que, à la fin donc, de 68, il y a eu la création de l'université de Vincennes, qui était un peu comme une espèce un peu de cadeau empoisonné fait par le pouvoir gauchiste, puisqu'on leur offrait une université rénovée, où on faisait venir vraiment tout ce qu'il y avait de plus chic, disons, dans les sciences humaines et sociales, en philosophie, en linguistique, en psychanalyse, en sociologie, etc. Donc voilà, une situation dans laquelle, très fortement, mais voilà, il y avait à Vincennes 2 lignes. Il y avait la ligne du PCF disant, voilà, Vincennes est un acquis de 68, il faut le défendre, etc. Tout ça, les gauchistes, dont moi, disons bien sûr, tout ça, c'est de la récupération, on ne va pas se laisser récupérer, on est là pour mener la lutte, continuons la lutte, enfin je passe, surtout les aspects anecdotiques, quoi, mais d'ailleurs, quelquefois très violent. En tout cas, il y avait une espèce d'évidence à ce moment-là que, cette théorie qui nous avait enthousiasmé de la lutte contre l'idéologie, de la science comme vraiment l'instrument de la révolution, c'était quelque chose qui effectivement était en fait au service de la restauration universitaire et, disons, de la restauration de l'ordre en général. Voilà. Donc,
Bon, c'est ça que j'ai d'abord consigné dans un espèce de petit texte polémique. En gros, c'était un cours. Il faut bien voir que rien ne se décide à l'avance. Disons, voilà, c'est le mouvement en quelque sorte qui fait avancer, si on peut dire. Et donc voilà, j'avais prévu un cours sur l'idéologie. J'aurais très bien pu après tout faire un cours sur l'idéologie allemande et sur les grands textes marqués sur l'idéologie. Et puis bon, dans cette espèce de contexte, comme de tension très très violente, quoi, à savoir, bon, est-ce qu'on recommence tout comme avant, ou bien on se dit qu'il s'est passé quelque chose. Dans ce texte-là, bon ben, finalement, le cours s'est de plus en plus transformé et c'est devenu une espèce de critique très très virulente, disons, d'Althusser et, disons, de sa théorie de l'idéologie. Voilà. Et puis, après ça, bon, pour moi, en un sens, bon, c'est... pour moi, c'est pas un texte, c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée, quoi, je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que, bon, moi, à partir de ce moment-là, ce qui a été mon idée, c'est que, bon, l'important, c'est justement, on a constaté une espèce d'écart entre ce qui était censé être la théorie subversive et puis la réalité de la subversion. Et donc, voilà, il faut essayer de mesurer cet écart. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans une espèce de grande recherche sur toutes les archives ouvrières au XIXe siècle. En gros, le point de départ, c'était, voilà, en 1844, comme on sait, Marx est à Paris et écrit ces fameux manuscrits, bon, économico-politiques, donc, ils s'appelleront manuscrits de 44. Qu'est-ce qui se passe cette année-là, on peut dire, bah, disons, dans le monde ouvrier, dans la pensée ouvrière en France à ce moment-là. C'était un peu le point de départ, quoi. Et, voilà, c'était bon. En tout cas, ce qui est important, à mon avis, c'est. Donc je dis, c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée, quoi. Dans mon idée, c'est que pour ouvrir en quelque sorte des voies nouvelles, quoi, il faut fermer des portes. Il faut commencer par fermer des portes, et pour moi, ça veut dire fermer la porte d'une certaine idée au fond, de la politique fondée sur le sens de la société. Ça veut dire aussi la remise en question de rapport d'espèce d'opposition entre idéologie et science, la remise en question aussi du rapport entre la révolution qui serait la chose vraiment scientifique, calculée, stratégique, et ainsi de suite, et puis la révolte qui serait, bon, une espèce de réaction spontanée, guidée par des idées plus ou moins idéologiques et plus ou moins empruntées à la bourgeoisie, liberté, égalité, etc. Voilà. Voilà, à un moment donné, on fait une espèce de point sur un rapport d'étape pour dire, voilà, maintenant, je ne suis plus là-dedans, je ne sais pas du tout où je vais, je ne savais pas du tout où j'allais à l'époque. Mais voilà, bon, c'est toujours important. C'est-à-dire qu'il y a, bon, les ruptures, c'est pas des coups de colère, les ruptures. Les ruptures, c'est à un moment donné, bon, voilà, encore comme je disais, bah, on ferme une porte pour pouvoir, disons, vraiment se lancer dans l'inconnu. Oui, et l'inconnu, ça a été une porte ouverte avec sur la rencontre avec l'ouvrier, l'ouvrier artiste, l'ouvrier philosophe. C'est à ce moment-là qu'il y a cette rencontre. Qu'est-ce que ça engendre, cette rencontre? Ah, disons, bon, encore une fois, les rencontres, ça prend du temps, les rencontres. Hein. Enfin, même s'il y a des moments privilégiés, quoi. Beaucoup de travail dans les archives, en tout cas. Oui, en tout cas, bon, c'est clair, j'ai 72-73, j'ai commencé cette bête de travail, en gros, c'était quoi? C'est toujours un petit peu, malgré tout, avec l'idée qu'il y aurait une bête de vraie pensée ouvrière, quoi. Que le marxisme, c'était pas la vraie pensée ouvrière, mais qu'il y avait sûrement une vraie, quoi, que j'allais retrouver en travaillant sur les archives, en suivant tous les mouvements, toutes les grèves, toutes les organisations, en lisant tous les journaux ouvriers, et voilà, tout ça. Donc là, ça a été, c'est-à-dire, au départ, au fond, c'était un petit peu toujours, une vision un peu traditionnelle. Une vision un peu traditionnelle, à savoir si on veut comprendre la subversion ouvrière, il faut partir du travail, des luttes du travail, et ainsi de suite. Et puis, bon, il est arrivé que, un jour, j'ai appris qu'il y avait ce fonds qui s'appelait le fonds Goni, menuisier Saint-Simonien, donc qui a été fait partie du groupe Saint-Simonien dans les années 1830, qui est mort dans les années 1880, qui a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de textes philosophiques, toutes sortes de choses, quoi. Et puis voilà, je suis tombé là-dessus, quoi. Je suis d'abord tombé là-dessus, avec toujours un peu le même réflexe, à savoir que quand on s'intéresse aux ouvriers à l'époque, c'est toujours, on cherche les choses sur le travail et sur les luttes, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Le reste, on n'a rien à faire. Et puis bon, la première chose sur laquelle je suis tombé, c'était une correspondance entre deux ouvriers saint-simoniens.
Alors, il y avait un qui racontait la journée dans la communauté saint-simonienne, et puis l'autre, Goni, qui lui racontait un dimanche à la campagne. Un dimanche à la campagne, il était parti avec des amis, il décrit la campagne, les fleurs, les aubépines, comment ils se sont montés dans une auberge, ils ont discuté métaphysique, après quoi, comment ils ont fini la journée, disons, à table avec des gens qui s'occupent à convertir, donc il y avait quelque chose tout d'un coup qui n'avait plus rien à voir. Il n'y avait plus rien à voir, à savoir des gens, pas des gens qui sont simplement des gens qui travaillent et puis qui luttent, mais des gens qui sentent, qui pensent, qui écrivent, qui lisent, qui écrivent, et voilà, qui sont affectés. Il y avait d'un côté, disons à ce jour-là, donc c'est une lettre, c'est de 1831, oui, de 31, et, début 32. 1832, bien sûr, on est toujours dans le 19e. Et voilà, il y avait un côté véritablement qui était tellement proche, si vous voulez, de ce qu'on avait pu ressentir dans les années après 68, quoi. Et bon, ça dit après la révolution de 1830, quoi. Et avec le même sentiment de gens qui, tout d'un coup, disent « ça sera plus jamais comme avant ». Ce sera plus jamais comme avant, qui était bon, le grand slogan de 68. Et ces gens en 32, c'était pareil, ce sera plus jamais comme avant. Ce sera plus jamais comme avant, ça veut dire on va plus vivre comme des esclaves. Bon, pour reprendre une formule qui par ailleurs a eu son succès à Athènes il y a quelques années, quoi. On va plus vivre comme des esclaves. Ça veut pas simplement dire on va se révolter, on va faire des grèves, on va faire des luttes, mais on va vivre autrement. On va se donner le droit, d'éprouver les mêmes sensations, d'avoir les mêmes types de production intellectuelle, d'avoir le même type de regard sur le monde, les mêmes types d'affects que les gens qui ont eu la culture bourgeoise, etc. Dans cette correspondance, voilà, il y en a un qui prend ça de quatre vers de Victor Hugo, quoi, et qui dit à l'autre, oui, mais c'est à nous que ça s'applique. C'est à nous que ça s'applique. Bon, le vers de Hugo qui dit mes jours s'en vont de rêve en rêve. Bon, voilà, le poète qui s'imagine comme ça, oui, je suis un rêveur devant ma table, etc., je fais rien. Et l'ouvrier qui lui fait quelque chose toute la journée, dit c'est à nous que ça s'applique. C'est notre vie à nous qui va de rêve en rêve, quoi. Voilà, donc j'ai eu effectivement cette espèce de rencontre, à partir de quoi, effectivement, on peut dire que tout s'est déplacé, c'est-à-dire que je me suis intéressé d'abord à cette espèce de révolution, on peut dire proprement, révolution du sensible, de gens qui décident que désormais, ils vont plus vivre de la même manière, ils vont plus parler de la même manière, ils vont plus, voilà, et bon, ils vont véritablement commencer quelque chose comme une vie nouvelle, quoi. À partir de quoi, effectivement, par rapport à l'étape précédente, quoi, où il s'agit plus de dire, de trouver la vraie pensée émancipatrice, mais de voir en quoi consistait l'émancipation. L'émancipation, c'est pas un terme vers lequel on va, c'est quelque chose qui commence déjà ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour l'émancipation, on se bat parce qu'on est déjà émancipé d'une certaine façon. Oui, l'émancipation, j'ai l'impression que dans votre œuvre, c'est pas seulement, c'est pas une pensée, c'est pas une théorie d'émancipation, mais presque des gestes. Et que c'est ça que vous allez chercher aussi. Oui, effectivement, j'ai cherché encore une fois, j'ai cherché parce que je l'ai trouvé. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce qui est toujours important, c'est dans la recherche, c'est quand on trouve ce qu'on ne cherchait pas, et qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, quoi. Bon, c'est toujours bon signe. Quand on trouve ce qu'on cherche, c'est toujours très mauvais signe. C'est qu'on savait d'avance ce qu'on allait chercher, donc ça n'a aucun intérêt. Et effectivement, j'ai trouvé tout d'un coup ces gestes, en quelque sorte, ces choses, ces espèces de rencontres un petit peu presque insignifiantes, si vous voulez. Bon, c'est quelque chose qui par ailleurs a été développé par d'autres. Je pense par exemple au travail de Michel de Certeau, si vous voulez, un petit peu sur l'espèce de gestes du quotidien, de petites actions, etc. Donc, aussi, disons un petit peu ce qu'il a pensé dans la suite de mai, quoi. Sauf que pour moi, l'important, c'est pas simplement le quotidien, mais la manière au fond, des manières différentes, un petit peu de penser le quotidien, d'agir. Et voilà, donc j'ai été vraiment un petit peu sensible, effectivement, à des ruptures qui ont l'air de presque rien, quoi. De presque rien, mais qui effectivement engagent une manière de vivre, une manière de penser, une manière de réagir, de sentir qui est différente. Bon, c'est pour ça qu'à l'époque j'ai pas mal travaillé sur cette espèce de rapport entre deux choses très écartées, c'est-à-dire que d'un côté c'est le moment où
des groupes ouvriers qui inventent la grève, parce que la grève, c'est pas un truc éternel, même si on vous explique qu'il y a eu des grèves au temps des pharaons aussi. Disons qu'ils ouvraient les bâtiments, encore père fait grève donc, au moment de construire des pyramides. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où on parle de l'espèce d'action ancienne qui s'appelle la coalition. À savoir la coalition, c'est les ouvriers sont pas contents des maîtres d'une ville, ils s'en vont tous. Et puis, dans les années 1830, ça invente la grève, à savoir, non pas on s'en va, mais on reste là, et on dit ce qu'on veut, et on dit pourquoi on a raison de vouloir ce qu'on veut, pourquoi on a raison de demander ça. Donc, il y a une espèce de mise en discours, à la fois de mise en discours, si on veut, d'une pratique, et en même temps, effectivement, aussi une mise en pratique d'un discours, qui est quelque chose de très important. Alors, il y a ça qui est pratiquement contemporain d'autre chose, qui est le développement de la poésie ouvrière. Il y a une grande époque de la poésie ouvrière en France, années 1830-1840, il y a partout des poètes ouvriers, etc. Et tout le monde est très content, c'est la poésie populaire, et puis... Ça tout le monde déchante parce que c'est pas la poésie populaire, parce qu'ils écrivent pas des chansons populaires, ils font des élégies, ils font des épopées, enfin pas des épopées, ils font des tragédies en vers, voilà. C'est-à-dire que là encore ils font pas, la littérature ouvrière, c'est pas la littérature populaire qui était attendue, quoi. Non, c'est une entrée dans l'écriture, quoi. Une entrée dans l'écriture qui précisément va brouiller la distribution normale des rôles. Il y a, disons, les poètes de métier qui font des élégies, des odes, etc. Et puis les écrivains ouvriers qui font des chants pour le travail et pour les fêtes du travail, quoi. Ça, c'est essentiel dans votre œuvre, la manière dont vous vraiment renversez le regard traditionnel, je dis traditionnel au sens de la critique sociale traditionnelle. Comment vous renversez le regard traditionnel des forces d'émancipation sur l'art et les artistes, ouvriers ou pas, d'ailleurs. C'est-à-dire que du point de vue un peu de la chanson habituelle des forces de l'émancipation, l'art, les artistes, c'est une sphère élitiste, si ce n'est aristocratique, au moins autonome, et qu'on a tendance à placer aux antipodes d'une politique démocratique ou émancipatrice. Et vous, par quel dispositif philosophique, ou intellectuel, vous arrivez à renverser cette idée-là? De quoi vous saisissez comme discours? Je me saisis essentiellement du rapport entre deux choses. Du rapport entre deux choses, d'une part, il y a bien sûr la naissance un petit peu de la pensée esthétique, développement de la pensée esthétique, et en particulier la critique du jugement de Kant, la critique du jugement de Kant, l'être sur l'éducation esthétique de Schiller, plutôt, ça c'est un des côtés, parce que et l'autre côté, c'est l'autre, enfin il y en a même trois si on veut. L'autre côté, c'est effectivement ce qui se passe, à savoir la manière dont des ouvriers, des ouvrières, des hommes et des femmes du peuple se trouvent comme justement détournés de leur destin normal par la découverte de la poésie. J'en parlais tout à l'heure avec donc cet ouvrier qui dit à un autre, c'est vers là, c'est nous que ça concerne. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est... il faut voir le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est la fin des années 70. Donc au moment où je termine un petit peu ce travail sur l'émancipation ouvrière, c'est le moment où paraît donc la distinction, le livre de Bourdieu, qui évidemment va cristalliser en quelque sorte l'idée, l'esthétique est née pour célébrer la distinction élitiste. Alors donc il y a toute une critique de Kant, disons Kant, voilà, c'est... bien sûr, c'est le jugement esthétique, qu'est-ce que c'est? C'est précisément, on réserve l'art, le jugement sur le beau, etc., à ceux qui connaissent, etc. Alors, malgré tout, le cœur de la pensée de Kant, sur l'esthétique, c'est de dire que, précisément, le jugement du beau n'est pas un jugement de connaissance. C'est de dire que le jugement sur l'effet, disons, de rencontre de la beauté n'est pas le résultat d'une connaissance. Et que pour cette raison-là même, c'est quelque chose qui est universalisable. Ce que 2 ans après reprend Schiller, vous savez, sur l'éducation esthétique de l'humanité, voilà, que j'ai découvert un peu à la même époque, et qui était un peu comme l'anti-Bourdieu, d'une certaine façon. Parce que, voilà, Bourdieu, enfin, Schiller reprend ce thème du jugement esthétique kantien pour le radicaliser, pour dire il y a là quelque chose, il y a une espèce de capacité esthétique qui appartient à tous et qui peut provoquer une révolution, pas seulement une révolution dans le monde de l'art, mais une révolution dans l'art plus difficile encore de la vie.
C'est-à-dire l'art de la vie des individus, mais aussi des sociétés, quoi. Et bon, ce qui était, voilà, j'avais, si vous voulez, d'un côté, toutes ces expériences en quelque sorte, esthétiques, qui effectivement nourrissent une espèce, disons, de parcours d'émancipation ouvrière. De l'autre côté, j'avais ces textes, effectivement, de Kant et de Schiller, quoi. Et puis au milieu, il y avait, bon, un peu la tradition, pour Dieu, sociologie, dire que tout ça, bien sûr, c'est de l'élitisme pour, disons, distinguer, des goûts distingués, depuis des goûts vulgaires. Donc voilà, bon, pour moi, ça a été quelque chose d'important, non pas du tout que je considère que l'art en soi a une valeur subversive. Bon, il s'agit vraiment de l'expérience esthétique. Parce que c'est quoi l'expérience esthétique, finalement, telle que Kant, Schiller la définissent? C'est l'expérience, effectivement, d'un mode du sensible, qui est délivré de la domination. Parce que bon, c'est un mode du sensible qui ne dépend pas de la connaissance, c'est un mode du sensible qui est désintéressé, ça veut dire qu'il n'est pas guidé par l'utilité, il n'est pas guidé par l'espèce d'intérêt qu'on poursuit. Voilà, il y a une espèce d'expérience en quelque sorte où on est devant un phénomène sensible où il n'y a pas de domination. C'est pas la sensibilité qui domine l'entendement, c'est pas l'entendement qui domine la sensibilité. Voilà, une expérience d'égalité. Bon, effectivement, cette expérience d'égalité, je la retrouvais effectivement dans l'expérience ouvrière que j'avais étudiée. Bon, je la retrouvais aussi dans ce texte de Baudelaire que je cite assez souvent, parce que donc Baudelaire, à l'époque, était révolutionnaire, dans les temps avant la Seconde République. Baudelaire publie les chansons du grand poète, chansonnier, poète, ouvrier de l'époque, Pierre Dupont. Et Pierre Dupont, il commente ce qui est le grand hymne ouvrier en 1848, à savoir le chant des ouvriers. Et dans le chant des ouvriers, il commente des paroles où, en gros, je n'ai pas le texte exact, lui non plus, il change un peu le texte exact, mais peu importe, quoi. Disons, au fond, les ouvriers, voilà, la chanson dit, voilà, nous vivons dans des caves, etc., pourtant nous plairions au grand soleil, etc., nous aimerions aussi respirer l'air des parcs, etc., etc., et Baudelaire commente ça en disant, il y a quelque chose d'extraordinaire là, quoi. C'est-à-dire, c'est pas simplement la plainte de la misère, c'est l'affirmation, nous aussi, on est capable d'admirer la beauté des palais et des parcs. Bon, ce qui, bien sûr, aussitôt rapproché dans ce texte célèbre de Kant, les critiques du jugement, où il dit, bon, voilà, si on vous demande ce que vous pensez de la façade d'un palais, vous n'allez pas nous raconter, ah, mais c'est des riches qui l'ont fait pour, etc., la sueur des pauvres, etc. C'est pas le problème. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, quoi. Et donc, bon, il y a quelque chose là de très fort pour moi dans l'espèce de rapport entre, l'analyse de Kant, l'espèce d'intuition de Baudelaire, et par ailleurs, tout ce que j'avais étudié. Donc c'est pour dire, encore une fois, je me suis intéressé à l'expérience esthétique, si vous voulez, comme expérience d'égalité, pas forcément d'égalité en général. J'ai toujours essayé de dire qu'il y avait plusieurs formes d'égalité qui ne sont pas forcément, disons, en concordance et en coïncidence, quoi. Oui, quand on voulait, on entend plus ça comme des surgissements d'égalité dont vous saisissez. Pour vous refaire encore prolonger ce que vous êtes en train de dire, c'est sûr que, encore une fois, voilà, c'est vraiment. Jacques Rancière, c'est un philosophe qui fait basculer, quoi, qui nous racontait comment il fait basculer cette position de surplomb de la politique par la science, de la politique par les intérêts, comment on fait aussi basculer l'horizon d'attente de la critique sociale vis-à-vis de l'art, qui attend que l'art soit le miroir de la société. C'est quelque chose qu'on peut spontanément, on dit voilà, l'art de gauche, l'art de l'émancipation, c'est celui qui dirait la souffrance des prolétaires, qui serait juste même le miroir de cette société-là, et vous déjouez cette idée-là. Oui, je joue cette idée-là. Bon, entre-temps, on ici parler, bien sûr, disons, de la rencontre aussi avec Jacques Cocteau, avec la pensée intellectuelle, quoi. Enfin, disons, l'idée quand même essentielle, c'est que ce qui est émancipateur, c'est pas la dénonciation des mots. Ce qui est émancipateur, c'est la démonstration d'une capacité. Donc, par conséquent, effectivement, on peut dire, qu'est-ce qui était important pour moi, c'est ça fondamental. On voit bien encore aujourd'hui, dire
on n'arrête pas de dénoncer. Hein. On n'arrête pas de dénoncer. Bon, là, voilà. Bon, ce qui est le plus important, ce qui est effectivement un bon émancipateur, c'est pas la dénonciation de la situation dans laquelle se trouvent les gens qui sont privés d'art, privés de ceci, privés de littérature, privés de culture. Non. Ce qui est émancipateur, c'est la capacité que se donnent les gens qui sont censés être privés de faire ce qu'ils ne sont pas censés faire. C'est ça quand même qui était le point commun entre ces ouvriers qui inventaient la grève et puis ceux qui se mettaient à faire de la poésie. C'est le fait de se mettre à faire ce qu'ils ne sont pas censés faire, ce qu'ils ne sont pas nés pour faire, ce qui n'est pas dans la distribution normale des occupations, bon, des distributions normales. Bon, vous êtes à tel endroit, vous êtes là pour penser, vous êtes à d'autres endroits, vous êtes là pour travailler. À cet endroit-là, vous êtes là pour jouir de la beauté de l'art. À cet endroit-là, vous êtes là pour vous occuper de choses triviales et ainsi de suite. Et bon, ce qui m'a toujours pensé par rapport justement à tous ces grands thèmes, disons sociologiques, de critique de l'art, quoi, c'est que c'était une manière de reconduire toujours l'interdiction. C'est-à-dire cette façon de dire, de toute façon, les gens qui sont à cette place-là, ils pourront, c'est pas vrai, ils pourront jamais jouir de l'art, de la littérature, simplement des expériences esthétiques, non. Et bon, moi, j'ai vécu ça effectivement comme une reconfirmation. Quoi. À savoir, bon, il y avait, bon, je cite souvent cette lettre de Victor Hugo à l'ouvrier poète, quoi, où le poète lui envoie ses poèmes, etc. Hugo répond restez ce que vous êtes, poète et travailleur. Mais d'abord travailleur, bien sûr. Ouais. Et bon, l'autre, une réponse absolument magnifique, d'ailleurs, sur le sujet, quoi. Bon, d'une certaine façon, dans la sociologie de la distinction, dans tous ces thèmes-là, j'ai eu toujours l'impression qu'on avait toujours ce même mot d'ordre, à savoir, bon, restez ce que vous êtes. Et là, on comprend mieux son attachement aux questions esthétiques et ce qui se joue dedans. Et vous parliez tout à l'heure, donc, en introduction, on parlait du partage du sensible et comment c'est tenu. Nous, on est bien placé à la Fabrique pour savoir à quel point c'est un livre qui est un livre phare quand même, hein, qui est traduit, je sais pas, Ernest pourrait me le dire, dans une vingtaine de langues. Et 10 ans après, il y a un livre aussi qui est Spectateur émancipé, qui joue un rôle un peu similaire aussi. C'est-à-dire que tous les curateurs lisent le partage du sensible, puis 10 ans plus tard, ils sont tous mis à lire le Spectateur émancipé, et ajoutons à cela les metteurs en scène, les théâtreux. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture du Spectateur émancipé? Alors bon, avant le Spectateur émancipé, il y a bien sûr le maître ignorant, donc la découverte de Jacques Cocteau, l'émancipation intellectuelle, à savoir précisément, on ne va pas faire passer les gens de l'inégalité à l'égalité par la pédagogie, etc. On passe pas de l'inégalité à l'égalité, on part de l'inégalité ou on part de l'égalité. C'est-à-dire qu'égalité et inégalité ne sont pas des mesures, ce sont des processus autonomes, d'une certaine façon, et si on part de l'un, on suit en quelque sorte une ligne. Quoi. Bon, il y a ça, et bien sûr, il y a ça qui, disons, vient rencontrer, évidemment, un peu de plein fouet. Oui, enfin, toute une espèce de pédagogie des gens de théâtre, des artistes de gauche, à savoir, il faut éduquer les gens, il faut les sortir de leur ignorance, il faut leur montrer la réalité de la société, il faut les désillusionner, il faut aussi les rendre actifs. Quoi. Donc là, il y avait ce moment où les gens de théâtre, des gens qui font des spectacles pour des spectateurs, quoi, se mettent à dire qu'il faut rendre les spectateurs actifs. Donc voilà, ce qui m'a... et c'était aussi l'époque où les spectateurs émancipés, c'était l'époque, il y avait plein d'installations dans toutes les expositions, les grandes expositions d'art, plein d'installations gigantesques qui étaient là pour montrer que les gens étaient bien sûr trompés par les médias. Il y avait des espèces d'énormes machines qui absorbaient tout, qui rejetaient des excréments, enfin à peu près quoi. C'était ce qu'on appelait l'art critique, quoi. L'idée que l'art a pour fonction de dévoiler une vérité que les gens ne trouveraient pas par eux-mêmes, quoi. Et puis, moi, disons, ce que j'ai très très tôt compris, quoi, c'est que il n'y avait rien de très compliqué dans le fonctionnement social, quoi. Et donc, il y a l'exploitation capitaliste et tout ça. Les gens qui ont exploité l'ont compris depuis très très longtemps. Et le problème, c'est pas pour eux d'arriver à la connaissance de ce qu'ils ignoreraient. Le problème, c'est d'arriver à imaginer leur capacité de créer un autre monde que celui de l'exploitation.
Donc voilà, bon, ça c'était quelque chose bon, que j'ai d'abord essayé de dire sur le plan politique, quoi. C'est quelque chose aussi que bon, j'ai essayé de dire sur le plan sur le plan de l'art, c'est-à-dire tout d'un coup de mettre en question cette espèce de vocation précisément que les artistes se donnaient, d'être des pédagogues, de montrer le fonctionnement de la machine sociale parce que les gens ne la connaissaient pas, ou bien de rendre actifs des gens supposés passifs, quoi. Donc voilà, le spectateur émancipé, à la fois il y a eu, sinon, une espèce de travail de plusieurs années où j'ai été voir toutes ces grandes expositions avec des installations, voilà, notamment il y a comment ça s'appelait, je sais plus, enfin il y avait ces espèces de grandes machines où c'était toujours des espèces de petites cabines dans lesquelles on vous repassait bien sûr tous les trucs des médias pour faire la critique des médias, la critique de tout, alors la critique de la marchandise et ainsi de suite. Bon, j'ai essayé à un moment donné de dire que c'était peut-être pas tellement intéressant tout ça, quoi. Et en même temps, bon, c'était bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, le livre Le Maître ignorant n'a pas été lu d'abord par des profs, quoi. Les profs ont dit tout de suite qu'il y avait quelque chose là qui ne connaît pas, quoi. Il a été lu d'abord essentiellement par des artistes et surtout par des danseurs et des chorégraphes. Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai été invité à une espèce d'académie d'été organisée par un chorégraphe en Allemagne. Voilà, c'était le thème des spectateurs. Alors bon, comme ils avaient vu Le Maître ignorant, j'ai proposé le spectateur émancipé. Donc, où j'ai essayé à la fois, de revenir un peu sur les grandes théories disons, du théâtre, comme devant émanciper le spectateur, l'enseigner, le rendre actif, Brecht, Artaud et puis les autres, quoi. Et c'est comme ça que le spectateur émancipé a pris tournure, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, oui, effectivement, il y a des gens dans le monde de l'art qui sont dit, après tout, c'est peut-être vrai tout ça. C'est peut-être vrai que les gens n'ont pas besoin de nous pour savoir que la société est mal faite, pas besoin de nous pour savoir qu'il y a l'exploitation économique, mais peut-être plus besoin de nous pour comprendre que les incapables sont capables. Effectivement, est-ce que ce soit sur la question esthétique, politique, à travers la littérature, vous dénouez, enfin en tout cas vous essayez de nous faire dénouer la politique des savoirs, des savants, mais du coup, quel est le rôle du philosophe Jacques Rancière là-dedans, dans ces surgissements d'égalité? Comment vous vous positionnez là-dedans? Est-ce que votre philosophie, elle cherche à défaire ces effets de maîtrise, hein, on en est certain, cette emprise du savant, mais quel rôle constructif, comment elle construit l'émancipation qui n'est pas en rapport avec la constitution de savoir? C'est quoi le rôle de Jacques Rancière? J'en sais rien, c'est aux gens de le dire, quoi. Effectivement, c'est eux qui me le disent, parce que moi je ne sais pas trop bien. Bon, vous me dites, là, j'ai eu un rôle, bon, effectivement, je reçois régulièrement des lettres de gens qui me disent, oui, à un moment donné, hop, ça a été essentiel pour eux. Bon, qu'est-ce que j'ai essayé de faire essentiellement? C'est toujours quand même de dénouer les nécessités, de remettre en question toutes les théories qui disent que, que les choses obéissent à une causalité qui elle-même est connaissable par la science. Bon, donc, voilà, c'est ce que j'ai d'abord mis en cause à travers, disons, le rapport du marxisme à la subversion sociale à l'époque de 68, quoi. Après ça, j'ai suivi la manière, donc justement, sur cette espèce de discours de la nécessité historique, et c'était transformé, disons, la nécessité historique de la révolution devenait un peu la nécessité historique du marché mondial, et pour la manière dont finalement le discours dominant, le discours de consensus a repris complètement à son compte, disons, les thèses qui dans le temps avaient été marxistes, quoi, de la nécessité historique et de la nécessité en quelque sorte de se plier devant la nécessité historique, quoi. Donc j'ai suivi un petit peu la façon, on l'a parlé tout à l'heure. Donc justement, cette espèce de rapport à l'idée de nécessité gouverner un petit peu, toute l'intellectualité de la domination. L'intellectualité de la domination, c'est quand même que les choses qui ont lieu par nécessité, quoi. Moi, ce que j'ai toujours essayé, un peu systématiquement, c'est de rendre ces droits, disons, à la contingence, quoi.
de remettre un petit peu en question justement tous les schémas de la causalité nécessaire, quoi. Et donc, j'ai un peu poursuivi justement toutes les formes, toutes les émergences en quelque sorte, les émergences justement qui remettent en question cette idée de la causalité nécessaire. Et notamment, c'est pour ça que j'ai travaillé aussi sur la littérature. Mais encore une fois, j'ai pas travaillé avec l'idée je vais montrer ci et ça, quoi. Moi, j'ai parlé essentiellement de livres que j'aimais, de livres que je lisais, de livres voilà, qui avaient un sens pour moi, mais en même temps en disant, bon, j'ai essayé de montrer dans tous mes textes sur la littérature comment la révolution littéraire moderne, c'est une révolution qui justement remet en cause un petit peu les schémas de la nécessité causale, qui sont toujours des schémas qui disent qu'il y a ceux qui connaissent les causes et ceux qui ne les connaissent pas, quoi, parce que donc j'ai essayé d'étudier ça. Donc j'ai passé pas mal de temps entre Flaubert, Virginia Woolf et quelques autres, quoi, à essayer de voir quelle était l'importance de la remise en cause de ce schéma causaliste d'Aristote, suivant lequel, pour dire que la rationalité s'identifie toujours à une certaine forme, disons, d'appréhension de la nécessité, quoi. Et maintenant, cette forme d'appréhension de la nécessité, elle-même, elle repose sur des faits de partage du monde, et il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui vivent dans le temps de l'action, de la connaissance, du loisir, puis il y a ceux qui vivent dans le temps de la répétition, quoi. Alors, j'ai suivi la manière dont la littérature brisait un petit peu aussi, brisait cette espèce de partage entre les savoirs et les non-savoirs, partage des temps, partage des humanités. En gros, on peut dire que, parce que j'ai travaillé un petit peu sur l'émancipation ouvrière, sur l'émancipation intellectuelle, sur les révolutions esthétiques et littéraires, c'est cette remise en question, au fond, d'une espèce de partage, un petit peu toujours établi entre deux humanités, deux types d'humains qui n'iraient pas dans le même temps. C'est ça en quelque sorte qui est au cœur même. Je parlais d'Aristote, mais voilà, c'est quand même l'idée, l'idée que il y a ce passage célèbre d'Aristote qui est souvent commenté, qui dit que la poésie est plus philosophique que l'histoire. Pourquoi? Parce que la poésie, on en parle là, la construction des fictions, elle met de la rationalité, elle met de la rationalité, alors que les gens ordinaires, ils vivent dans les choses qui suivent l'une après les autres. Il y a l'expérience ordinaire, les choses qui suivent l'une après les autres, puis les gens sont là comme ça, comme des crétins, dire oui, c'est comme ça, quoi. Et puis il y a en revanche, la poésie qui, elle, crée de la causalité, qui montre que, non pas comment les choses sont, mais comment les choses peuvent être. Au fond, ce qui est important toujours, c'est cette espèce d'idée de la précédence du possible sur le réel. L'idée que les choses sont réelles dans la mesure où d'abord elles ont été possibles, quoi. Et ça a toujours été toujours les grands arguments, effectivement, contre toute forme de subversion, contre toute forme de révolte, c'est que pour que les choses marchent, il faut qu'elles soient possibles, quoi. Et constamment, la question me revient, quoi, vous dites que, mais est-ce qu'il n'y a pas des conditions, quoi? Il y a toujours des conditions pour qu'il y ait des conditions, pour que les conditions soient, etc., et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc moi j'ai essayé de rendre ces droits à la contingence, quoi. Ce qui veut dire aussi rendre ces droits à la capacité, de penser, d'inventer, qui appartient à toutes et à tous. Moi je dirais que, alors est-ce que c'est un rôle spécifique de philosophe? J'en sais trop rien, si vous voulez. Moi c'est peut-être pas tellement mon problème, quoi, parce que d'une certaine façon, dans tout ce que j'ai suivi, tout ce que j'ai fait un petit peu, c'est toujours autour de cette espèce d'idée fondamentale qu'il n'est pas nécessaire que les choses soient comme elles sont. Et justement, quand les choses ne sont pas comme elles sont, vous dites par exemple que dans certaines de vos œuvres, vous saisissez de la littérature, et pourtant, je pense que vous grimaceriez si on disait que vous faites de la théorie littéraire. Et vous pensez quoi de la théorie littéraire? Je sais pas, je pense pas grand-chose, parce que j'ai jamais réussi à en lire vraiment. Non, effectivement, j'ai fait mes premières armes à l'époque, donc c'était l'époque telle qu'elle, donc je ne vais pas paix aux cendres de Philippe Solers, mais je vais dire d'une certaine façon, pendant des années, j'ai essayé de construire une pensée de la littérature, puis je me suis rendu compte que non, la pensée de la littérature, elle est dans la littérature. C'est-à-dire que c'est en travaillant sur des romans, c'est en travaillant sur la littérature que j'ai vu qu'à un moment donné, quelque chose se passait
quelque chose se passait dans la littérature qui n'avait rien à voir avec les théories littéraires, c'est comme les manifestes artistiques, quoi. Ça n'est jamais qu'une manière de donner un semblant de rationalité à des évolutions qui par ailleurs, disons, se sont faites un peu souterrainement, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il se passe des choses lentement dans ce qu'on appelle littérature, entre le 19e, le 20e siècle. Tout d'un coup, il y a une certaine rationalité comme ça qui se brise, quoi. Bon, les années 1850, donc il y a un monsieur qui s'appelle Gustave Flaubert qui écrit ce livre, Madame Bovary, qui écrit en gros une page tous les jours, les bons jours, quoi, qui met 5 ans à l'écrire, qui le remet à son bon ami Maxime Ducamp, qui lui est dans l'édition, quoi, qui lui dit ouais c'est pas mal, mais enfin il y a 200 pages de trop. On sent que c'est ton enfant, tu as du mal effectivement à t'en séparer. Enfin, confie-nous ton livre, on enlève 200 pages et on en fera quelque chose de vraiment bon. Voilà, il y a à un moment donné quelque chose, on peut dire qu'il y a la pratique littéraire remet en question le vraiment bon, quoi. Voilà. Et bon, il y a effectivement ce secret d'une espèce de littérature qui n'est plus la littérature des grandes actions, des personnalités importantes, mais la littérature des petites actions, des micro-sensations qui font véritablement l'étoffe de notre vie, quoi. Voilà, et par rapport à ça, effectivement, les théories de la littérature, enfin bon, il y a des questions effectivement philosophiques qui peuvent être intéressantes. Bon, le statut de la fiction, il y a une énorme littérature sur le statut de la fiction, en gros, sur le thème où sont les êtres de fiction, donc dans quelle région ontologique est-ce qu'on va pouvoir les situer, quoi. Ça peut être intéressant, mais en général, finalement, ça aboutit toujours à dire que il n'y a pas vraiment de lieu, quoi. Donc, par conséquent, c'est une question de convention qui fait qu'on accepte de croire à quelque chose auquel on ne voudrait pas croire. Moi, ça m'intéresse pas, ces discussions-là. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est les transformations qui ont lieu dans la pratique de la littérature, dans les pratiques de l'art, dans les pratiques de la critique, dans les pratiques du cinéma. Il y a des discours intéressants, je ne dis pas, quoi. Mais effectivement, moi, j'ai jamais voulu faire ni une théorie de la politique, ni une théorie de l'art, ni une théorie de la littérature, ni une théorie de rien du tout, parce que bon, je pense que c'est des tas de discours. Bon, ce sont des poèmes, quoi. C'est des poèmes qui peuvent être intéressants en eux-mêmes, mais qui nous disent pas, véritablement. J'exagère un peu, mais enfin, disons, sur la littérature, malgré tout, bon, le livre qui nous en dit le plus, c'est le livre de Mimesis de Auerbach, qui part de la Bible et puis de l'Iliade, et qui arrive jusqu'à Virginia Woolf, en prenant chaque fois un petit texte, quoi, 10, 20, 30 lignes, quoi, pour dire voilà ce qui se passe là, quoi. Voilà ce qui se passe là, et puis voilà. Bon, là, ça vous apprend quelque chose, quoi. Quand on vous parle des structures a priori de l'œuvre littéraire, moi ça m'apprend rien. Effectivement, on l'a dit, vous êtes un philosophe du sensible, du partage du sensible, mais aussi du partage du temps. Il y a un certain nombre de titres à la Fabrique qui portent même le terme sur la période de couverture. En quel temps vivons-nous, le temps du paysage, les temps modernes. Qu'est-ce que c'est que ce temps ancien? Bon, effectivement, Éric Hazan, je ne sais plus quel livre, m'a dit, mais c'est le troisième livre qui parle du temps. Est-ce qu'il ne faut pas changer les titres? On dit aussi à la Fabrique on est très pointilleux sur les titres et on embête tous les auteurs avec les titres et c'est le seul auteur où on est toujours très content que ce soit lui qui choisisse le titre parce qu'on sait qu'il le fera mieux que nous. Mais toujours est-il que donc, je dis oui parce que pour moi c'est quand même la question sur laquelle je travaille depuis des années, quoi. C'est-à-dire que l'idée que malgré tout la grande division entre les humains, quoi, finalement, dans un sens le cœur un petit peu de toute forme de domination. C'est le temps. Bon, je parlais tout à l'heure à propos d'Aristote, quoi. Voilà, à propos, il y a toute cette grande tradition hiérarchique qui sépare deux sortes de gens. Il y a des gens qui ont le temps et des gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui ont le temps de faire des projets, le temps de poursuivre des fins, le temps de mener des actions, le temps de prendre des loisirs. Et puis il y a des gens qui vivent dans l'univers de la répétition.
c'est ça. Voilà. Bon, j'ai effectivement, bon, j'ai suivi ça, quoi. J'ai suivi ça bien sûr dans la nuit des prolétaires, quoi, le moment où les gens se révoltent contre l'heure du temps, quoi. Et se révoltent en disant, ben, au lieu de travailler au lieu de dormir cette nuit pour demain reprendre, ben, cette nuit, ben, on va écrire, on va lire, on va se réunir, et ainsi de suite, quoi. Une espèce de révolution de l'ordre du temps, quoi. Bon, de même dans la littérature, effectivement, bon, il y a un moment où, tout d'un coup, il y a, disons, une espèce de partage entre les gens qui ont le temps et les gens qui n'ont pas le temps. Bon, ils s'effondrent, quoi. C'est-à-dire, bon, si on prend la journée d'Emma Bovary, etc., derrière sa fenêtre, c'est vraiment pas drôle, quoi. C'est vraiment pas drôle, mais c'est le moment où même une femme du peuple, si malheureuse qu'elle soit, disons, on lui donne la chance de vivre dans un temps qui est le temps de la fiction, quoi. Et ainsi de suite. Bon, j'ai suivi ça un petit peu aussi au cinéma, c'est-à-dire le passage précisément espèce de partage, et au fond de philosophie causaliste fondée malgré tout sur l'idée qu'il y a un partage entre deux sortes d'individus, quoi. Et puis tout d'un coup cette espèce de conquête du temps, quoi. Dans le sens, bon, la conquête de l'égalité, c'est aussi la conquête d'un même temps pour tous, toutes et tous. On va le dire très très vite. Non, c'est vite dit, mais en même temps c'est formidable, c'est très généreux cette discussion que vous nous permettez d'avoir. Je ne vous laisse même pas boire une gorgée. Et ce que je vous propose, c'est de vous servir à boire et de prendre 3-4 questions de la salle et puis revenir vers vous. Ça vous convient? J'aime mieux répondre question après question. D'accord. 4 questions, surtout s'il y en a un qui parle 5 minutes. Moi j'ai toujours 3 questions, comme ça si l'auteur il y en a une qui veut éviter, il peut la noyer dans. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas le demander aussi. Et pas de problème, s'il est prêt à l'ajoute. Est-ce que vous posez les questions sans micro depuis la salle en vous levant, ou est-ce que j'accompagne le micro dans la salle? D'accord, je vous propose dans ce cas-là de parler haut et de... Y a-t-il des questions? Merci bien. Je vais en avoir une. Sur ce que vous venez de dire sur le temps, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y aurait comme une abscisse, une ordonnée entre le temps et l'espace? Parce que Madame Bovary, elle est derrière sa fenêtre, elle a son temps, mais elle a surtout son espace qui est restreint. Et que ce que vous dites justement sur la contingence, là, ça me perturbe un petit peu. Mais est-ce que... pardon, j'ai un peu... Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que le faisceau causal, si on ne prend pas la causalité en elle-même comme nécessité, est-ce que le faisceau causal, il n'y aurait pas un faisceau causal qui serait du coup agencé par le temps et justement à l'espace, et que l'égalité, ce serait cette position entre ces deux points-là? Bon, peut-être, c'est peut-être un petit peu formel comme ça de penser ça en termes de coordonnées, mais bon, j'ai elle est derrière sa fenêtre. Bon, bien sûr, mais de toute façon, encore une fois, c'est le portrait d'une victime, de quelqu'un qui est assigné à un lieu, mais qui en même temps, disons, finalement, qu'est-ce que fait l'auteur? Bon, l'auteur va lui prêter justement en quelque sorte une espèce d'emploi du temps, en quelque sorte d'emploi du temps affectif. Qui lui, d'une certaine façon, vient rompre avec l'emploi du temps de la ménagère, si vous voulez. Mais c'est ça que je trouve important. Bon, effectivement, donc, et en même temps, c'est lié effectivement bien sûr c'est lié à l'espace, quoi. Mais bon, il y a plusieurs dimensions. Le fait même de venir à la fenêtre, c'est très intéressant au XIXe siècle. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour de ces histoires de fenêtres. Hein. Bon, si vous pensez à Balzac, si vous pensez au curé de village, comme ça, la petite fille qui se met à la fenêtre, quoi. Qui se met à la fenêtre, qui contemple cette espèce d'île en face, qui se met à rêver un peu sur Paul et Virginie, qui se met à rêver d'amours idéales, dans des îles idéales et ainsi de suite. Bon, bien sûr, pour Balzac, c'est une horreur, quoi. Mais je veux dire que, voilà, il y a en quelque sorte, il y a aussi, bon, je sais pas, c'est dans
un autre domaine. Dans un des livres d'Arlette Farge, Arlette Farge a beaucoup travaillé un petit peu sur le XVIIIe siècle, sur l'espèce un peu de... Précisément, déjà un peu de mini-perception, d'attitude, un peu de gens du peuple, etc. Il y a bon, comme ça, il y a notamment, je fais très bien l'épisode, il y a une femme qui se met à la fenêtre. Qui se met à la fenêtre, pas par curiosité, mais pour montrer qu'elle se met à la fenêtre. Pas non plus pour faire parade, pas pour s'exposer. Et voilà, tout d'un coup, des gens qui se déclarent en quelque sorte capables de se mettre à la fenêtre, de se mettre à regarder, d'une certaine façon, à ne rien faire, quoi. Et c'est quand même la place de la réclusion, Jacques Rancière. C'est la place de la... Parce que lorsqu'elle a un amant, elle est dans la forêt, elle court. Elle court, enfin, oui. Enfin, elle court comme elle peut, mais... Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, elle est punie, quoi. Enfin, en même temps, elle est punie, oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la totale, disons, ambiguïté, bien sûr, du roman, quoi. À savoir que c'est la victime absolue, et c'est en même temps la victime absolue, à qui est offerte, en tant que personnage fictionnel, toute une espèce de réseau, en quelque sorte, de sensations, de perceptions, etc., qui normalement ne sont pas faites pour les femmes de sa condition. Bon, c'est là-dessus que j'ai glosé, bien sûr. Pour dire précisément, là, il y a une forme d'égalité qui n'a rien à voir avec disons, l'égalité politique. Quoi. Là, encore une fois, on a des émergences, des formes d'égalité qui vont pas nécessairement converger, mais en même temps, qui forment aussi un certain tissu sensible commun. Quoi. Oui. Il y a une question là-bas, une question au fond. Je suis trop petite pour la voir, en fait. Je ne sais pas qui était première ou premier. Oui, je voulais rapidement évoquer devant vous quelqu'un que vous avez peut-être connu, tant à Normal Sup peut-être qu'à la gauche prolétarienne, qui est Robert Lidart. Oui. Donc, qui était un militant, qui était à l'usine Citroën et qui a écrit tout un livre là-dessus. Donc lui, c'était un militant, donc je voulais vous interroger sur cette question-là. Avez-vous été vous-même un militant? Et pour avoir moi-même connu nombre de ces militants établis, j'ai vu à quel point ça avait été douloureux et difficile pour eux, la deuxième partie des années 70, la rupture, la mort du rêve. Et je voulais que vous nous disiez peut-être comment vous aviez vécu cette période de fin des illusions et si ça avait joué un rôle important dans votre travail d'intellectuel. Oui, bien sûr. Non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire effectivement, quand Robert Lidart travaillait aux usines Citroën, au bout de la butte choisie, moi-même habitant à Butte-Choisy, j'allais de temps en temps, disons, tracter, bien sûr, aux portes de l'usine, quoi. Par conséquent, oui, j'étais donc membre du même groupe que Robert pendant ces années-là. Avec évidemment le fait que, moi je me suis jamais établi, quoi. D'ailleurs, personne ne me l'a jamais demandé parce que ils devaient penser de toute façon que j'étais tout à fait incapable de mener un travail d'agitateur en usine, quoi. D'ailleurs, Robert non plus n'a pas été capable non plus, ça c'est autre chose. Parce que être agitateur en usine, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Surtout quand on débarque pour une année. Mais bon, c'est pas le problème. Je dois dire qu'effectivement, il y a des gens, cela dit, le cas de Robert, il a eu un poste, si vous voulez, à Vincennes assez rapidement après. Donc, en revanche, c'est vrai qu'il y a un tas de petits jeunes qui avaient à peine passé le bac, qui sont partis travailler en usine un peu aux quatre coins de la France, et pour lesquels ça a été effectivement extrêmement rude, ça c'est sûr. J'ai pas connu ça parce que effectivement, j'ai connu cette période-là. Et pour moi, si vous voulez, justement, je l'ai pas vécu comme fin des illusions. C'est-à-dire, je l'ai vécu comme il y avait une brèche, quoi. Il y avait une brèche qui s'était ouverte pour moi, pour des gens comme moi. C'était quand même très important en 68. C'est qu'on a été en quelque sorte comme délestés de position de maître. On n'était plus obligé de jouer disons, à celui qui avait le savoir, la maîtrise et ainsi de suite. De toute façon, on était libre. Pour moi, donc là, c'était une période, en quelque sorte, comme une aventure que j'ai poursuivie autrement. J'ai poursuivi avec ces années de recherche dans les archives de Délire, qui ont suivi les années de militantisme. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des... pour les établis, il y en a aussi, pour les gens qui ont...
pour les gens qui ont été dans l'action actuellement clandestine, bon, tous ceux qui venaient malgré tout du monde universitaire, qui avaient déjà, voilà, bon, ils se sont tous, bon, malgré tout, à peu près sortis d'affaires, quoi. Bon, voilà, bon, Robert a eu ses problèmes, disons, psychologiques, psychiatriques, c'est différent, quoi. Mais bon, il y a des gens là, il y en a quand même qui sont devenus des écrivains illustres, il y en a, voilà, beaucoup quand même. Bon, il y a, voilà, en général, bon, effectivement, il y a eu un clivage où évidemment, on payait soit effectivement les gens qui étaient déjà ouvriers, quoi, soit les petits jeunes, effectivement, qui ont été à l'usine et qui après ça, bon, bah, sont sortis un peu démoralisés, découragés, et non, on n'a pas fait de diplôme pendant ce temps-là, quoi. Je dis, il y en a qui ont fait des diplômes après, c'est pas simplement la grande désolation. Hein. Il y avait donc il y avait une question au fond, j'ai vu, voilà, il y avait un bras qui... Est-ce que vous pouvez vous lever, excusez-moi, parce que comme on ne vous voit pas, c'est un peu déprimant. On est assis nous-mêmes, mais enfin... Bon. Sur l'égalité, comme un petit peu tout à l'heure, je parle de mon expérience de médecin qui m'interroge un petit peu à partir de là. La démonstration de la capacité, disiez-vous, c'est ça l'important. Et en médecine, évidemment, les différences sont flagrantes. Et la vulnérabilité. Après nous aussi, une période de consensus qui a tout envahi maintenant jusqu'au protocole. On se repose un peu la question de la différence et de la capacité qu'entraîne la vulnérabilité, d'autres capacités et cette capacité d'invention. Et je me disais que il me semble qu'il faut qu'on montre bien à quel point l'égalité n'est pas n'importe quelle égalité, celle que vous revendiquez, et que je trouve cela tout à fait bien dans tous vos livres, si bien expliqué, mais je me dis comment faire apparaître que c'est supprimer la domination, mais faire l'égalité des différences, parce que si c'est l'égalité, c'est une forme de consensus, et on se retrouve dans un cercle, et donc c'est les différences qui vont, c'est d'ailleurs un peu ce que vous disiez à propos de Bovary tout à l'heure, voilà. Oui, non, mais c'est clair qu'encore une fois, bon, ce que j'essayais de dire, c'est que l'égalité, c'est pas une question de mesure, quoi. Bon, effectivement, on dirait que, bon, il y a eu une période un peu caricaturale, bon, quand on s'est amené à Vincennes, fin 68, début 69, on était là, on pourrait dire aux étudiants, bah, nous on est nuls, c'est à vous de nous faire la leçon, ou à peu près, j'exagère un peu. Mais bon, voilà, c'était aussi l'époque de les ouvriers sont nos maîtres, voilà, l'idée de renversement sain, d'une certaine façon, c'est le dominé qui est intelligent, c'est le dominé, c'est lui qui doit enseigner au dominant. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça l'égalité. Bon, parce que c'est ça que j'ai appris précisément avec, surtout avec Jacques Cocteau, avec la théorie de l'émancipation intellectuelle, c'est que voilà, l'égalité n'est pas une comparaison. L'égalité n'est pas une comparaison. Que l'égalité est un processus. Que l'égalité est la mise en œuvre d'une capacité égale. Ça ne veut pas dire que cette capacité égale, on va la prouver, quoi. Ça ne veut pas dire que le médecin en sait autant que le malade, l'élève en sait autant que le prof, et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'on suppose, on suppose qu'on s'adresse à des gens qui ont la même intelligence que vous. C'est ça que ça veut dire, finalement, l'égalité des intelligences. Ça ne veut pas dire, on battait aussi fort que moi. Bon, effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire, moi, quand je devais chercher un directeur de thèse, bien sûr, les gens me disaient, vous n'avez pas besoin de directeur, mais de fait, j'ai besoin d'un directeur pour passer une thèse, quoi. Voilà, bon. Donc voilà, l'égalité, c'est pas, encore une fois, bon, ça veut dire, voilà, bon, la confiance, bon, ça veut dire quoi? La confiance, bah, que d'abord, pour moi, que ceux et celles à qui je parle, bon, ont la même intelligence que moi, donc ça vaut la peine que je leur parle, parce que sans ça vaut pas la peine de parler à des gens dont on suppose qu'ils ne vous comprennent pas, quoi. C'est-à-dire, bon, j'ai toujours ce problème ça change un petit peu maintenant, parce que peut-être qu'ils ont un petit peu appris, mais quand je vais à la radio, etc., voilà, du type qui vous dit attention, vous allez parler au grand public. Dire, vous allez parler des crétins. Est-ce que vous savez parler des crétins, quoi? Bah, non, moi je ne sais pas parler des crétins, je sais parler qu'il y a des gens intelligents, et je suppose que les gens à qui je parle sont intelligents, quoi. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur cette idée fondamentale effectivement que j'ai apprise de Jacques Cocteau, c'est que bon, l'égalité des intelligences, c'est d'abord quelque chose qui doit informer une pratique. Voilà.
on fait le pari qu'on a affaire à des gens qui ont la même intelligence que vous, et puis c'est tout, quoi. Et puis après ça, on essaye de le vérifier. Bon, l'important, c'est aussi le travail sur soi qu'on fait dans cette vérification. Ces transformations silencieuses, en fait, dont vous parlez, qui sont assez individuelles, l'ouvrier, la femme qui va à la fenêtre, comment elles se cimentent pour faire une transformation un peu plus bruyante et collective? Je pense que ça se cimente effectivement un peu, je dirais que, disons, quand l'occasion, je dirais, s'y prête. Bon, c'est ce qu'on a vu un peu dans tous les grands mouvements un petit peu démocratiques qu'il y a eu, soit autour de 68, soit dans le mouvement des classes et ainsi de suite. C'est-à-dire que, voilà, il y a un peu dans tous les grands processus subversifs, ça commence toujours un peu, je dirais, là encore, de manière contingente, c'est-à-dire qu'il se crée des espaces dans lesquels, effectivement, il y a des capacités qui peuvent non seulement s'exprimer, mais qui peuvent aussi s'associer, et se fédérer. C'est quand même ça qu'on a vu un peu dans tous les grands mouvements qu'on a vus un petit peu, depuis le printemps arabe jusqu'aux ZAD, ou que sais-je. Bon, quels que soient les résultats ou l'absence de résultats, ce qui est frappant dans tous ces mouvements, c'est quand même que ça fédérait des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, quoi. Mais qui, avaient d'une certaine façon, disons, un espace dans lequel leur capacité pouvait non seulement se révéler, mais aussi, s'associer à d'autres capacités pour faire une capacité collective. Et une capacité collective qui n'est pas une espèce de réunion des capacités individuelles. C'est quand même très très frappant. Pas d'intérêt. Oui, c'est pas non plus une question d'intérêt qui se rencontre, mais c'est une question de capacité collective qui s'éprouve dans des lieux, dans des espaces, dans des temps justement qui sont ouverts justement à ça, qui sont ouverts. Tout d'un coup, voilà, on a quand même vu tous ces mouvements, de savoir, les gens ils débarquent et puis ils amènent une idée de laquelle on n'est pas pensé, quoi. Voilà, ils débarquent avec leurs compétences éventuellement, ou bien leur passé militant, leur passé de gens qui ont été militantes ou militants dans des choses complètement différentes. L'écologie, les droits des femmes, les radios libres, toutes les formes de militance possibles. Dieu sait qu'il y a des formes de militance qui sont des formes d'exercice de capacité qui se collectivisent, quoi. Et voilà, il n'y a pas simplement des individus et puis la collectivisation. Il y a une multitude de formes, en quelque sorte, de capacités collectives qui se créent constamment et qui trouvent à certains moments à se fédérer. Oui. Voilà, je ne vous connais pas, franchement. Peut-être que je vais vous dire. Mais après que vous dites, je voulais vous faire une petite question. Vos recherches, est-ce que c'est sur les populations qu'en France ou ailleurs? Et aussi, pour dire que l'intelligence, elle est née, elle est naturelle, ou elle est un apprentissage? Si l'apprentissage, à la fin, l'intelligence de la classe intellectuelle, elle a le pouvoir de toutes ces données, que la classe ouvrière, est-ce qu'elle a une intelligence construite ou une intelligence du terrain? Est-ce que vous avez fait un peu cette... Oui, d'une certaine façon, justement, d'une part, non, moi j'ai travaillé sur l'histoire ouvrière française. Déjà, j'ai travaillé sur un tout petit bout, etc. J'ai même une dizaine d'années. Donc, j'ai pas travaillé sur le monde entier, parce que, en plus, je crois pas beaucoup au comparatisme, si vous voulez, au sens où, on mettrait des études, on prendrait des études dans 20, 30 ou 40 pays. En général, finalement, les synthèses, c'est toujours décevant. Je pense qu'il faut suivre, en quelque sorte, voilà, une expérience, disons, un noyau d'expérience spécifique pour vraiment, pas jusqu'au bout, que c'est plus intéressant que de confronter un peu la vie d'une multitude d'expériences différentes. Alors, cela dit, toute pratiquement ma recherche a consisté précisément à remettre en question
oui, l'idée qu'il y a l'intelligence appartient à la classe intellectuelle, et puis qu'il y a le terrain qui appartient aux ouvriers. Quoi. Précisément, tout mon travail sur l'émancipation ouvrière a été sur, justement, sur des ouvriers qui sortent du terrain, qui se donnent comme espace la ville, qui se donnent un espace, évidemment un espace symbolique, universel, et pas du tout, justement, disons un espace restreint. Bon, effectivement, ce sur quoi je me suis toujours un peu battu, c'est l'idée que voilà, chaque catégorie, chaque classe, en quelque sorte, a son domaine à elle, son champ d'activité, sa capacité. Et puis voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'émancipation ouvrière, l'idée c'est que les ouvriers ont une intelligence pour travailler, le coup d'humain, le bon artisan, etc. Une intelligence pour lutter. Pour le reste, disons, on ne s'en occupe pas. Disons, le poète, disons l'ouvrier autodidacte, l'ouvrier poète, l'ouvrier philosophe, disons, on les a toujours mal vus, effectivement. Disons, Marx et les ouvriers philosophes, ça se passe pas très bien, quoi. De même que les ouvriers poètes. Voilà, donc, fondamentalement, moi j'ai travaillé sur toute une série effectivement d'expériences, qui sont des expériences de rupture par rapport à cette espèce de compartimentage où en quelque sorte, on aurait l'intelligence qui est adaptée à son milieu, à sa tâche, et ainsi de suite. Et ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai étudié, parce que ça existait. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Il n'y a pas de main genoux. Et sinon, je crois que je vous invite à un petit temps de dédicace, si ça vous convient aussi. Et je vous remercie vraiment d'avoir été si nombreux et nombreuses. Merci à vous. Et merci à la librairie. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez passer à la dédicace, on a